écrit par T.S.R. Clove. De la République à l'ordre. Chapitre 1. L'arrivée. Dans l'immensité insondable de l'univers, au milieu d'un entrelac de galaxies s'étendant à l'infini, une seule d'entre elles se préparait à accueillir une visite bien particulière. Comme toutes ses semblables, la galaxie d'Aeosikos possédait en son cœur un centre galactique républicain, une planète artificielle, conçue par les plus grands esprits scientifiques de l'époque. D'un diamètre dépassant les 50 000 kilomètres, ce monde colossal se partageait en deux parts parfaitement égales. La première moitié était un tableau vivant de nature. Forêts luxuriantes, montagnes enneigées, rivières sinueuses et mers d'azur. Une paix apparente. Mais l'autre moitié était tout l'inverse. Une gigantesque cité faite de béton, de métal et de verre, où la végétation absente n'était reproduite que sous forme de décoration synthétique. Le centre n'était pas un lieu de contemplation, mais le pilier de la République universelle, l'endroit où les décisions du sort de milliards d'espèces étaient prises. Ici, dans cette démocratie tentaculaire, la diversité était célébrée autant qu'exploitée. Les peuples minoritaires trouvaient dans les majoritaires un levier pour leur développement. Et inversement, les puissances établies y gagnaient en influence politique, en richesse, en territoire. Parmi les nouveaux arrivants de la session diplomatique, un jeune homme détonnait, Tarwin Clove. Lui-même n'était pas certain de ce que signifiait sa venue. Était-il le représentant de son peuple, ou simplement un fardeau qu'on avait voulu éloigner? Né élémentaris dans une société d'imaginis, il était différent dès sa naissance. Les premiers contrôlaient les éléments, les seconds façonnaient la réalité par l'imaginaire, au prix d'une dépense énergétique issue de leurs propres noyaux atomiques. Une magie coûteuse, une société fière. Mais Tarwin n'avait jamais été aimé. Trop calme, trop pensif, trop attaché aux choses simples. Il aurait préféré vivre reclus dans sa maison, au cœur d'une forêt, parmi ses animaux, que de représenter quoi que ce soit. Son apparence seule suffisait à inquiéter. Une peau d'albâtre recouvrant une musculature fine mais vive, contrastant avec un sang noir comme l'onyx, coulant dans ses veines. Caractéristique du peuple Clove. Dans l'espace, à bord du transporteur diplomatique, Tarwin se reposait dans une zone modulaire de repos, composée de centaines de billes suspendues qui prenaient la forme désirée. Fauteuil, lit, bureau. Il était à moitié allongé sur un fauteuil flottant, passant une main dans ses cheveux fraîchement coupés, et se remémora en souriant le moment où sa mère l'avait forcé à se les couper. Elle avait toujours voulu qu'il soit présentable, surtout aujourd'hui. « Tu représentes Claves !» lui avait-elle hurlé ce matin-là. Il avait ri, choisissant plutôt une tenue d'explorateur, ceinture tactique et cape couvrant son équipement. Une discrète protestation, une façon de garder un pan de sa liberté. La décélération du vaisseau l'avertit de son arrivée imminente. Il se leva, ajusta son équipement, 2 sacoches de survie aux hanches, une petite arme dissimulée dans un fourreau dorsal et sa grande cape grise qui enveloppait le tout. Les centres galactiques étaient connus pour être des nids de tension raciale. Il préférait garder profil bas. Il emprunta les couloirs du vaisseau sans croiser âme qui vive. Sur les 10 envoyés de son secteur, aucun n'avait souhaité voyager avec lui. Arrivé à la salle de téléportation, il fut accueilli par un capitaine vêtu avec ostentation, les galons étincelant sur son uniforme, l'air pompeux et autoritaire. Son regard se plissa à la vue du jeune Clove. Mais lorsqu'il consulta son registre et comprit l'identité de Tarwin, il se redressa, s'inclina même. « Seigneur Tarwin, je tiens à vous saluer, vous et votre lignée. » Le jeune homme cligna des yeux, surpris par tant de protocoles. Une fois les formalités exécutées, il se plaça dans le cylindre de téléportation. Un faisceau de lumière l'enveloppa, et le monde changea. Il ouvrit les yeux. Autour de lui, du béton, du métal, des structures infinies, d'interminables tours et plateformes suspendues, et des odeurs, acides, d'huile, de matière organique en décomposition. Tarwin fronça le nez. Un foule bigarré s'agitait autour de lui. Des espèces de toutes formes, tripolons, poilus, plus de 2,50 m, longs bras griffus, visage félin. Hirondons, insectoïdes à 6 pattes et crochets à la place des mains. Crolons, petits êtres encapuchonnés, bossus.
Bélisons, mignons et minuscules, sans jambes, roulant sur eux-mêmes. Tarwin s'approcha d'un petit bélisson à la traîne, curieux. « Bonjour, je m'appelle Tarwin. Comment t'appelles-tu » La créature émit un son aigu, se mit à trembler. En un instant, ses poils se dressèrent en pics tranchants. Effrayée, elle recula puis s'enfuit. Tarwin, décontenancé, se redressa. Trop tard. Tous les regards étaient braqués sur lui. Des races ennemies, Savarans, Vistis, Tyriens. Même les membres de son propre peuple avaient pris leur distance. Il sentit les vibrations de l'énergie, les tensions invisibles, les pensées hostiles. Un conflit pouvait éclater à tout instant. C'est à ce moment-là que les Lambiens firent leur apparition. Des larves ectoplasmiques géantes, flottant lentement, régulatrices du calme. Leur présence imposait le respect. Une d'entre elles s'approcha et posa son corps translucide sur Tarwin. Aussitôt, le chaos sonore environnant se structura, devenant compréhensible. « Veuillez rejoindre le bâtiment intitulé « Accueil ». Une voix douce, féminine, apaisante. Alors qu'il marchait, il entendait les murmures. « T'as vu ? Le Clove a voulu attaquer un Bailison. Ce sont des barbares. Après la guerre, ils n'ont plus leur place ici. » Il serra les dents. Il avait envie de répondre, mais se rappela les mots de sa mère. « Ne réponds pas. Pas ici. Pas encore. » Il arriva devant un bâtiment immense, dont la porte seule dépassait la hauteur d'une cathédrale. À l'intérieur, l'espace défiait les lois de la physique. Des balcons sphériques superposés, des dizaines d'étages, chacun grouillant d'activités, d'humanoïdes et de robots. Sur une plateforme, un homme en manteau officiel s'avança. « Bonjour à vous, nouvelle recrue. Je suis le ministre Myrus. » Son discours était rodé. Il parlait de démocratie, de tolérance, d'unité interespèce, de rôles à jouer, diplomates, militaires, fonctionnaires, de devoirs, d'avenir. Mais Tarwin n'écoutait plus. Une présence se fit sentir. Quelque chose clochait dans l'air. Son énergie personnelle vacilla. Il chercha autour de lui. Sur l'un des balcons supérieurs, un individu encapuchonné était appuyé à la rambarde. Un masque opaque, fêlé en son centre, cachait son visage. Il ne bougeait pas, mais son regard était fixé droit sur lui, et Tarwin entendit, comme si l'homme lui soufflait directement à l'âme. Enfin, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Chapitre 2. L'Observateur. Le centre galactique, noyau artificiel des galaxies unies sous la bannière de la République universelle, était aussi majestueux qu'oppressant. Son horizon n'était qu'un empilement vertigineux de tours, de dômes et de structures suspendues, évoquant une ville bâtie sur des montagnes de verre et d'acier. Chaque bâtiment possédait une fonction. Le Sénat galactique, les salons de la symbiose, les arènes des aventures stellaires, et au cœur du dispositif républicain, les bureaux de régulation des lois. C'était dans cette dernière enceinte que se décidait l'équilibre fragile de l'ordre interstellaire. Dans l'un des niveaux supérieurs, le ministre Ibram Galtarius, silhouette grisonnante, s'affairait comme à son habitude. Ancien sous-préfet du système solaire de Sogpi, il avait été l'un des financiers clés de la dernière guerre universelle. Son nom avait été applaudi, sa loyauté récompensée par une place de choix au cœur du pouvoir. Mais en ce jour, ce n'étaient ni les statistiques commerciales, ni les lois interstellaires qui attirèrent son attention. Un cadre photo holographique flottait devant lui, projetant à intervalles réguliers une série de clichés souvenirs. L'un d'eux, figé désormais, le hantait. Il s'y tenait aux côtés de 5 soldats de l'élite galactique, légendes vivantes aux armures gravées de runes anciennes. Lui, si jeune encore sur cette image, semblait hors de sa place. Et pourtant, à l'époque, il avait été accepté, considéré, aimé peut-être. Les souvenirs le percutèrent comme une comète. La victoire, l'odeur du métal brûlé, les chants de la faim et les cris étouffés de ceux qu'on avait sacrifiés. Soudain, une alerte sur son écran détourna son regard. Une transmission urgente. Flash spécial. Arrestation d'un ancien ministre du Diktat de la Lumière. L'individu a été capturé sur une lune isolée de Delta 6 Flurou. Galtarius fronça les sourcils. Ce n'était pas une tête pensante,
mais un maillon. Et parfois, un maillon révélait toute une chaîne. Cela aidera la reconstruction, murmura-t-il. Puis, sans un bruit, l'ombre entra dans son bureau. Un homme, ou plutôt une armure, camouflée sous une cape. Le verre du casque fendu. Une présence silencieuse mais terrible. Galtarius sentit son sang se figer quand la voix s'éleva, rauque, éraillée, comme sortie d'un gouffre énergétique. « Qu'avez-vous de beau pour moi, ministre ?» Il se retourna brusquement, blême. « Vous ? Que faites-vous ici ?» La prêtresse a vu. Le flux universel se modifie. Et tout commence ici. Encore ses visions, elle s'est déjà trompée. Le soldat s'avança d'un pas, imposant. Pas cette fois. Le ministre s'exécuta. Il passa en revue les flux galactiques, les anomalies systémiques, les passages frontaliers. Rien. Puis, un détail. Une passerelle de sécurité déployée ce matin. Ordinaire. Mais sa raison, l'arrivée de nouvelles recrues. Vous devriez voir ça, dit-il. Il projeta la liste. Le soldat fixa l'image et pointa. C'est lui. Tarwin Clove. Mais ce dossier est vide. Aucun test, aucun résultat. C'est comme s'il n'existait pas. Ils ont masqué ces données. Typique de son peuple. Mais pas à ce point-là. Cela signifie qu'il est important. Vous ne reconnaissez pas ce nom, ministre ? Galtarius blêmit. Tarwin. Clove. Non. Vous voulez dire que... Le silence dans le bureau se fit pesant. Le ministre Galtarius gardait les yeux rivés sur l'écran suspendu, incapable de détacher son regard du nom qui s'y affichait. Tarwin Clove. 2 syllabes et un vertige ancien s'étaient ouverts dans sa mémoire. Il se leva lentement, les mains tremblantes, et fit quelques pas dans la pièce, comme pour fuir le poids de cette révélation. Le soldat, toujours encapuchonné, ne bougeait pas. Sa silhouette noire, massive, semblait absorber toute la lumière. « Vous êtes sûr ?» demanda finalement Galtarius, la voix rauque. « Il pourrait s'agir d'un homonyme. Ce nom, reprit le soldat d'un ton glacial, est marqué dans les veines de cet univers. Le sang de Corluc Clove ne s'éteint pas comme celui des simples mortels. » Galtarius savait qu'il avait raison. Corluc Clove, le seul homme à avoir contenu l'entité du néant lors du dernier effondrement énergétique. Le seul à avoir résisté à l'appel du chaos. Et s'il avait un petit-fils, alors l'équilibre du pouvoir venait de basculer à nouveau. « Il est arrivé avec la dernière passerelle », murmura le ministre. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ici ?» Le soldat fit quelques pas, brisant le silence de ses bottes lourdes. Parce que le flux universel a changé. La prêtresse n'avait pas tort. Elle était seulement en avance sur son temps. Et aujourd'hui, ce gamin, ce marginal que l'on a envoyé parmi les recrues de surface, pourrait bien être l'élu que personne ne voulait vraiment voir revenir. Galtarius secoua la tête, encore perdu dans ses doutes. Il n'est qu'un soldat. Il ne maîtrise rien. Aucun examen, aucune compétence enregistrée. Et pourtant, il est là, envoyé sans trace, sans test, sans passé officiel. C'est exactement comme cela que procède l'ordre des gardiens stellaires quand ils veulent dissimuler une menace ou un espoir. Un frisson remonta le long de la colonne vertébrale du ministre. Il retourna s'asseoir, l'image holographique du jeune Tarwin encore figée devant lui. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-il. Le soldat tourna lentement la tête vers lui. « Vous allez m'aider à le surveiller. Vous avez accès à tous les flux, dossiers, simulations d'entraînement, réseaux de comportement. Je veux tout savoir, ce qu'il mange, ce qu'il lit, s'il dort, et surtout, je veux savoir s'il montre des signes d'altération. D'altération ? Le sang de Corluc est une lame à double tranchant. Il peut sauver l'univers ou l'engloutir. Cela dépendra de qui l'approche en premier. » Un silence tendu suivit ces mots. Dans l'espace infini qui sépare les galaxies, des forces invisibles commençaient à s'agiter. Et dans l'ombre du Sénat, des visages oubliés se retourneraient. Car le nom de Clove ne signifiait pas seulement espoir. Il était aussi un avertissement. Un rappel que les pires ennemis ne venaient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur du sang même des héros.